Alors l'idée en fait là aujourd'hui c'est que je me suis posé récemment la question suivante. Tu sais, moi, mon gars, je suis bien intéressé par tout ce qui est création d'entreprise, entrepreneuriat, euh, tout ce qui est voilà, création d'un projet qui va demander une certaine créativité et, euh, et qui va te donner un résultat. Donc le résultat, bon, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'efficacité dans ton quotidien pour gagner du temps, tu sais, ça peut être pas mal de choses. Et là, en fait, j'ai réfléchi beaucoup par rapport à ce genre de questionnement. Tu sais, notamment par rapport au fait de lancer sa boîte. Je pense que je suis pas le seul mec qui pense à lancer sa boîte à l'heure d'aujourd'hui. Tu sais, moi, ça fait déjà, j'ai 30 ans là, bientôt 31. Et, euh, en fait, ça fait des années que je pense à lancer ma boîte. Ça fait des années, depuis l'âge de 17 ans, tu sais, j'avais envie de faire entrepreneuriat à l'école, c'est-à-dire que j'étais au lycée et je me souviens, j'avais acheté un bouquin qui s'appelait Réfléchissez et devenez riche de Dale Carnegie, je crois, on dit en anglais, genre avec l'accent et tout. Donc, j'étais intéressé pour savoir en fait, mais comment sont-ils devenus riches en fait, tous les gens qui ont fait de l'argent. Et, euh, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé, tu vois. Et donc, du coup, pour revenir à l'idée, depuis l'âge de 17 ans, c'est une envie qui m'a pas quitté. Et là, j'en ai 30 et bientôt 31, donc ça fait, putain, ça fait plus d'une dizaine d'années, normalement. Et en fait, ce que j'essaie de te dire, euh, c'est que c'est un sujet qui m'intéresse. Bon, pour te rassurer, je n'ai pas rien foutu depuis plus de 10 ans. J'ai eu des tentatives de business par-ci par-là. J'avais commencé en achetant en fait des MacBooks et des téléphones quand j'allais au Maroc en vacances, parce que là-bas ils sont légèrement moins chers, parce que le pouvoir d'achat est légèrement plus bas. Donc là, je te parle du marché de l'occasion. J'allais dans un souk à Casablanca en fait, où j'avais un pote à moi, enfin un pote à mon grand frère qui s'appelle Jamel, qui tenait une boutique et qui connaissait bien le marché. Donc c'est un marché d'électronique en fait, qui est très très connu normalement mondialement, les gars, qui s'appelle Delbralef. Voilà. Et j'avais un pote en fait, le pote de mon grand frère qui s'appelle Jamel et qui avait une boutique là-bas. Donc du coup, il m'aidait à avoir des bons prix. Et donc j'arrivais à t'acheter, tu sais, des Nokia N8 à l'époque, des iPhone i4S, ou des iPhone 3GS, des MacBook Pro années 2010, etc. Que j'achetais, voilà, je sais pas moi par exemple, le MacBook je l'avais acheté 450 euros, qui est vraiment un prix dérisoire, tu vois, pour l'époque. J'arrivais en France, je leur vendais, je sais pas moi, 600 euros, 620 euros, je me faisais 50 boules. Tu vois l'idée? 50 boules par-ci, 20 boules par-là, etc., etc. Et au fur et à mesure, bah, ça me faisait quand même de l'argent, tu vois. Donc j'avais commencé comme ça. Après, j'avais fait quoi? Attends, excuse-moi. Hop, voilà. Après, j'avais fait quoi? Je m'étais lancé dans la cigarette électronique, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, il m'arrivait de fumer, tu vois, de la clope. Et, euh, et c'était vraiment tout le début de la cigarette électronique. Tu sais, c'était le truc qui ressemblait à un putain de stylo, là. Ça s'appelle le CE4. Et en fait, à cette époque-là, j'étais avec un pote, mon meilleur pote à moi, qui fumait aussi. Et on s'est dit, mais damn, ce truc-là, il a l'air trop bizarre, quoi. Putain, il faut qu'on l'essaye, tu vois. C'était à l'époque, c'était Clopinette, la marque. Et du coup, on se dit, vas-y, chiche, on commande ensemble, tu vois. Et on essaye d'arrêter de fumer en même temps. Et, euh, et comme on va être deux, en fait, eh ben, on va se motiver. Et comme ça, on évitera de fumer, tu vois. Et du coup, on a fait, vas-y, ok. Et je crois que à l'époque, putain, la cigarette, elle coûtait une blinde, genre 100 euros, un truc comme ça. Donc on l'achète avec les petits fameux liquides de nicotine et tout qui va avec. Et, euh, et donc là, en fait, on reçoit notre commande. Et là, on démarre notre stop clopping, tu vois. Putain, mon gars, moi, donc on est là, on ouvre la boîte, on était choqués. Putain, c'est quoi ce truc? Comment ça marche?
Tu sais, on allait souvent dans les cafés, bah, tu sais, on kiffe toujours les cafés, sur Paris et tout, et quand on se posait dans une terrasse, on est là, on allumait notre cigarette électronique, on faisait les beaux gosses et tout, et t'avais toujours des gens qui disaient, ah, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du Japon. Mais, mais vous avez acheté ça où et tout? Oh, c'est trop génial. Bon, on disait, bon, bah voilà, écoute, c'est de la cigarette électronique, c'est tout nouveau, on l'a acheté sur Clopinette, vous pouvez l'acheter aussi si vous voulez. Mais les gens, ils nous regardaient comme des fucking extraterrestres, quoi. Donc là, moi personnellement, tu sais, il y a une semaine qui passe, et toujours pas touché de clope, quoi. Tu sais, tellement que tu fumes le produit à la fraise. Bon, à l'époque, il y avait surtout de la menthe et du tabac, je crois. Mais tu fumais ton putain de truc à la menthe, c'était doux. Que quand, en fait, je me posais dans le café et que je sentais, il y avait des gens autour de nous qui fumaient et que je me prenais la fumée dans la gueule, tu vois. Et je me disais, mais putain, c'est dégueulasse, mon pote. Et en fait, tu deviens dégoûté par l'odeur de la clope. Donc du coup, moi, ça m'a permis de... Ça a plutôt bien marché sur moi, tu vois. Mon pote, lui, il a fait la grosse connerie, c'est qu'il s'est remis à fumer de la vraie cigarette. Donc lui, pour le coup, il était beaucoup moins dégoûté. Et il alternait, en fait. Il alternait vraie cigarette, cigarette électronique. Mais bon, tu vois, c'est pas le bon délire pour arrêter, quoi. Et du coup, bah moi, je pars au Maroc, tu vois, parce qu'à l'époque, j'allais souvent au Maroc. J'avais un pote avec qui je passais beaucoup de temps là-bas. Et puis moi j'étais étudiant à l'époque, bah tu vois, t'as 2 semaines de vacances, bah qu'est-ce que tu fais au lieu de te branler sur Paris, bah tu pars un petit peu au soleil, voilà. Voilà, tu t'éloignes de papa, maman et tu vis ta vie tranquille. Donc là, qu'est-ce que je racontais? Donc ouais, donc je pars au Maroc. Donc là, je crois que ça faisait 2 semaines que j'avais arrêté, j'avais commencé la cigarette électronique. Et j'arrive là-bas. Et donc je suis là avec mon pote qui s'appelle Alami. Alami, il s'appelle Alami. Et on se pose comme ça chez mon frère, parce que mon frère il nous avait prêté son appart. Et on commence à fumer, tu vois. Moi je tire sur ma cigarette électronique, lui c'est un fumeur, tu vois, donc il fume sa clope. Et je vois, la cigarette elle se décharge, tu vois. Je vois le petit bouton il clignote, ça veut dire que la cigarette elle est déchargée. Donc je vais, parce que je venais d'arriver, tu vois, je vais tout de suite voir ma valise qui était par terre, je l'ouvre, et là je cherche mon fucking chargeur, tu vois. Je cherche mon fucking chargeur, je retourne toutes mes affaires par-dessus, dessous, etc. Je me dis, mais merde, il est où ce putain de chargeur? Comment je vais faire? Et mon pote là qui est en train de fumer comme un pompier à côté de WAM toute la journée, comment je vais tenir? Et du coup, bah je dis fuck, bah, je passe tout mon temps avec lui, mon pote enchaîne les clopes, enchaîne les clopes. Donc j'étais resté 2 semaines au Maroc. Je finis par tenir le coup, tu vois, mon pote, pendant 2 semaines sans fumer. Et là, c'est l'heure de partir. Bref, alors les vacances, on en a fait des trucs, hein. Je le raconterai peut-être un jour, mais c'était vraiment sympa. Et, euh, et là, c'est le moment de partir. Donc je commence à prendre mes fringues, je les plie, je les mets dans ma valise, pap, 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 tu vois. Le passeport, il est prêt. Les billets d'avion, ils sont prêts. Et un moment, tu vois, je suis en train de mettre. Tu sais, t'as une petite poche à la con là. Tu peux mettre des slips ou des chaussettes ou un truc comme ça. Et je suis en train de mettre une chaussette, tu vois. Et je vois mon chargeur, mon frère. Je me dis, waouh, putain! Et mon chargeur était là depuis le début. Moi qui pensais l'avoir oublié à Paris, mon chargeur, il était avec moi. Comment je me sentais comme un con, mon pote. Enfin bref. Du coup, bah là, du coup, je recharge un peu avant d'aller à l'aéroport et je me dis, mais attends, t'as réussi quand même à pas fumer pendant 2 semaines à côté de mecs qui fumaient comme un pompier à côté de toi, c'est que tu peux te permettre d'arrêter, de tout arrêter. Bah du coup, ça a été la dernière fois que j'ai touché la cigarette électronique et ça a été la dernière fois que j'ai touché la clope. Mais en tout cas, euh, pour revenir à l'idée du business, pourquoi je raconte tout ça, c'est qu'en fait, je me suis aperçu pendant ces vacances que il y avait
pas de cigarettes électroniques au Maroc. Déjà en France, c'était rare, ça existait, mais c'était rare, parce que t'avais Clopinette, etc. Mais pour le coup, au Maroc, il y avait vraiment que dalle. Alors là, quand on me prenait pour un extraterrestre à Paris, au Maroc, on me prenait pour, je sais pas moi, E.T. ou un truc comme ça. Et, euh, et donc je me dis, mais Dame, je vais rentrer à Paris, je sais ce que j'ai à faire. Idée de business. Et comme j'y croyais à mort au produit, parce que ça a marché sur moi quand même, vu que j'ai été dégoûté de l'odeur de la clope et que ça m'a quand même permis d'arrêter, je me suis dit, mais c'est génial comme truc. C'est fait que d'eau et d'alcool, du propylène glycol, pardon, putain, propylène glycol, je crois que c'est de l'alcool ou un truc comme ça, et il y a de l'eau dedans, et il y a de la nicotine. Et peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais bon, ça n'a jamais été prouvé la toxicité. Réellement, ou je sais pas, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais été prouvé que c'est vraiment toxique. Et en tout cas, même si c'est peut-être toxique, ça l'est certainement moins que la vraie cigarette. Ça, on en est sûr. Où t'as du goudron, t'as je sais même pas, t'as des trucs hyper toxiques, genre, pas du cyanure, mais des trucs bizarres, quoi. Et, euh, et j'y croyais à mort au produit. Je me suis dit, mais attends, déjà, tu vas vendre un truc et tu vas peut-être te faire de l'argent, ou tu vas être certainement le premier, mais en plus, tu fais du bien aux gens. Ça coûte moins cher que la clope, tu niques moins ta santé, tu sens bon, donc le gars, il sent plus la mort, donc il peut aller parler avec des meufs sans puer de la gueule, etc. Sans que ses vêtements sentent, sans que son dressing sente le tabac froid. Ça, c'est génial, tu vois. Et, euh, et hop, j'y vais. Donc là, je rentre sur Alibaba à l'époque, il n'y avait pas encore AliExpress. Je commence à chercher des fournisseurs. Je tombe sur plein de fournisseurs, je négocie avec eux par mail, et là, je commande des petites quantités. Enfin, non, je commande d'abord un échantillon, je regarde, je teste, et franchement, c'était vraiment pas cher. Genre, je sais pas, j'ai acheté peut-être la cigarette électronique à l'époque, à peu près 8, 6, 7, 8 euros la pièce, alors que ça se revendait beaucoup plus cher, tu vois. Je sais pas, ça se revendait à l'époque, bah je t'ai dit, je l'avais acheté 100 euros. Après, le prix, il était tombé vers les 60 balles. Et après, bon, quand je l'ai vendu, ça se vendait quand même des 40 euros, des 50 euros à ce prix-là, quand même, tu vois. Donc quand tu les touches à 6, 7 balles, 8 balles, bah tu te fais des marges de fou, quoi. Et là, je commence à les vendre au Maroc. Donc j'envoie tout le colis au Maroc. Donc je commande pardon, une grosse quantité. À l'époque, j'avais pris l'argent de mon prêt étudiant, parce que en fait, j'avais emprunté pour 2 années de master. Et j'avais payé ma première année de master. Et donc, il me restait l'argent que je devais payer la rentrée prochaine. Et je crois que c'était 7 000 euros et j'avais mis 7 000 balles dedans, quoi. Comme un fou, quoi. Je me suis dit, mais cet argent, faut pas qu'il dorme, il faut que j'en fasse quelque chose. Et putain, si, tu sais, si j'arrive pas à récupérer mon argent, je suis niqué, quoi. Je termine pas mon master, je sais pas comment faire. Mais à l'époque, t'es un fou, quoi. T'es là, tu te lances, t'en as rien à foutre, quoi. T'es dans la folie de la jeunesse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je me lance là-dedans. J'arrive. Donc, moi, mon but, en fait, c'était pas de. En fait, je vendais pas directement au client final. Moi, mon but, c'était de découler des grandes quantités d'un coup, tu vois, pour faire de l'argent tout de suite. Et donc, j'avais mis quand même. Bon, j'avais mis malgré tout une annonce sur le Bon Coin, équivalent au Maroc, pour les vendre à l'unité. Il y avait des gens, ils passaient directement à la maison, je les vendais. J'avais fait un partenariat avec une sorte de groupon au Maroc, je sais plus c'était quoi le nom. C'était un truc genre Deals, quelque chose Deals. Et eux, on avait fait genre une offre promotionnelle. Du coup, on en avait coulé quand même pas mal. J'avais fait quoi d'autre? J'avais fait, bon, c'était sur une annonce sur Facebook pour les vendre à l'unité aussi. Mais je vendais aussi directement aux professionnels, donc aux commerçants. Donc, le principe, c'était en fait de vendre les cigarettes électroniques aux bureaux de tabac, les bureaux de tabac des centres-villes. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Et j'avais fait ça pendant peut-être, je sais pas, 4 mois, 5 mois. Et au final, j'avais arrêté parce que. Donc, j'ai récupéré ma thune, thanks God. Je me suis... J'ai pu finir mes études, merci, Dieu merci.
Mais pourquoi j'ai arrêté en fait? Parce que à ce moment où je suis arrivé, t'avais plein de gars qui venaient d'arriver sur le marché et qui les vendaient mais à des prix dérisoires, mon pote. Quand moi j'essayais de faire ma marge, eux ils les touchaient en. C'est ma petite marge, tu vois, j'arrivais à les avoir à 6 balles, 8 balles. Putain, les mecs, ils y réussissaient à les avoir à 3 balles, je sais pas comment ils faisaient, mais c'est hallucinant. Ils devaient vraiment acheter des grosses quantités pour pouvoir accéder à des prix aussi faibles, ça c'est sûr. Mais, euh, mais c'est incroyable, quoi. Les mecs vendaient à des prix dérisoires, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de faire des marges, mais ridicules, tellement ces gens-là venaient pour flouder le marché, tu vois. Et moi, j'avais ni les moyens d'acheter leur volume, ni, tu vois, ni l'envie de toucher des petites marges. Moi, j'ai vu que j'étais pas le bienvenu. Quand j'arrivais dans des bureaux de tabac, on me disait, bah, j'ai déjà, moi, la CE4, il y a un mec qui veut passer avant toi, il me la vend moins cher, donc c'est mort, tu vois. Et j'avais vendu aussi une cigarette électronique un peu premium, qui était toute fine, en fait, qui rappelait vraiment le comportement du fumeur, tu vois. Parce qu'en fait, c'est important quand tu veux arrêter de fumer, c'est de continuer à tenir un truc comme ça, et puis tirer comme ça, et puis cracher. Comme une vraie cigarette, en fait. Il y a vraiment une addiction du comportement qui existe. C'est-à-dire que quand tu fumes avec la CE4, le truc il est beaucoup plus balèze, tu vois, qu'une cigarette normale. Et tu le tiens comme ça, et en plus tu dois appuyer sur un bouton. Et là, tu tires, mais c'est pas du tout la même chose qu'une vraie cigarette. Donc moi je suis revenu avec une cigarette un peu premium, un peu plus chère. Et là, personne n'en voulait, quoi. Personne n'en voulait parce qu'elle était premium. Et puis je venais de comprendre qu'au Maroc, en fait, le marché là-bas, il est très spécifique, c'est-à-dire qu'ils cherchent le moins cher. En fait, ils s'en foutent que tu leur proposes du premium, parce que leur but, c'est d'avoir un objet le moins cher possible. Donc, les choses qui marchent, ce sont toujours les premiers prix, quoi. Mais ça, je l'ai compris après, donc j'ai fait l'erreur, tu vois. Bon, pour être plus rapide, et ensuite j'ai fait autre chose. J'avais lancé un site de crowdfunding qui n'a pas marché, puis j'ai relancé ensuite une startup qui permet en fait de mettre en relation des garagistes avec des acheteurs de véhicules d'occasion, donc des particuliers, pour les accompagner, visiter en fait la voiture et la contrôler, faire 100 points de contrôle, tester le véhicule, voir si tout est OK et donner en quelque sorte une estimation des frais à prévoir au client, enfin au mec qui veut acheter le véhicule. Comme ça, lui, au moins il sait s'il achète une Gesmer. Et puis l'avantage c'est aussi il y a tout de suite un mec qui lui dit écoute, il y a ça à changer, il y a ça à changer, il y a ça à prévoir. Ce qui fait qu'en fait, le gars, il va acheter le véhicule à un prix qui est beaucoup plus proche que le prix du marché et également qui va pouvoir négocier le prix en fait. C'est-à-dire dire au mec bon, bah, il y a ça à prévoir, moi j'aimerais bien que tu me retires 500 euros, etc. Donc ça donne des arguments, tu vois, pour mieux négocier. Et en fait, le gars, tu le payes quoi. C'est un professionnel, tu le payes, je crois, 150 balles ou un truc comme ça. Je crois que c'était le prix que j'avais décidé. Et, euh, et le mec, ce mec-là, tu payes peut-être 150, mais derrière, tu gagnes beaucoup plus. Parce que tu négocies mieux, parce que, parce que ça t'empêche d'avoir des galères, des frais de réparation et tout. Et 150 balles, ça devient réellement dérisoire, tu vois, sur une voiture qui coûte 20 000 ou 30 000. Enfin bref, et ça n'a pas marché, mais j'expliquerai plus tard, si vous le voulez, si ça vous intéresse, pourquoi ça n'a pas marché, dans les détails, qu'est-ce que j'ai lancé, comment j'ai fait. Mais en tout cas, pour t'expliquer, en fait, que j'ai toujours été à fond dans l'entrepreneuriat, tu vois, genre vraiment, quand je te dis à fond, c'est surtout un peu passionné, tu vois. Et en fait, je voulais parler d'un truc, c'était spécifiquement, donc c'est le but de la vidéo, c'est vraiment d'expliquer, en fait, le facteur chance dans la réussite. Donc là, je vous vois venir en mode, ouais, le mec, il va nous expliquer qu'il a juste pas eu de chance, c'est pour ça qu'il n'est pas devenu millionnaire. Non, 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 c'est pas ça en fait dont je parle. Moi, je sais que j'ai fait des conneries et tout, mais c'est ça l'important en fait, c'est de faire les conneries, de comprendre que t'as fait la connerie. Bah du coup, ça t'empêche de la refaire quoi. Hop, merde. Bon. Et du coup, quand tu la refais pas, ah bah, à force d'avoir fait toutes les conneries, bah tu les fais plus et tu fais que des bonnes choses. Donc
Donc ça, c'est important. Il y a des choses qu'il faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire, mais il y a un gros facteur chance. Et les mecs, ils en parlent jamais, ça. Parce que, en fait, tu peux faire exactement la même chose qu'un mec qui a réussi dans un domaine. Je sais pas, ça peut être un youtubeur, ça peut être, je sais pas, ça peut être un footballeur, ça peut être un chanteur, ça peut être ce que tu veux. Je sais pas, genre t'es un chanteur, tu fais The Voice comme une personne, tu chantes aussi bien que elle, euh, t'as eu exactement le même parcours que la personne, mais manque de peau, bah t'es pas le futur Kenji Girac. Et personne sera capable de t'expliquer pourquoi, tu vois. Autre chose, tu peux en même temps lancer la même boîte que quelqu'un d'autre sur le même sujet qui vend le même produit et ta boîte marche pas. Alors que tu as eu là à peu près. Après, on sait que c'est l'exécution qui fait la différence. Tu vois, peut-être t'as pas eu la même équipe, peut-être que. Mais des fois, c'est abusé, quoi. Tu te dis, mais what the fuck, pourquoi ça marche pas? Et en fait, les gens, ils omettent. Donc, on a tendance à se mettre beaucoup la pression, moi en tout cas en particulier, et à me dire, mais où est-ce que j'ai merdé? Et en fait, des fois, bon, t'as toujours merdé quelque part, mais des fois, tu te dis, mais c'est chaud, quoi. Là, j'y arrive pas, quoi. Et, et des fois, il faut juste accepter qu'en fait, il y a un facteur chance, mon gars. Il y a un facteur chance. En quelque sorte, c'est comme si, en fait, bah, il y a plein de gens qui ont réussi, mais en fait, c'est parce que les éloignes se sont alignés. Il faut avoir le bon timing, il faut avoir proposé le bon produit au bon moment, qui ont atteint les bonnes personnes, ces bonnes personnes qui ont parlé de ton produit aux bonnes personnes, etc. Et tu t'es retrouvé au bon endroit. Mais tu vois, parfois ça dépend de trucs aussi petits que ça. Vraiment. Ça dépend de à qui tu t'es assis à côté de qui, dans l'avion, qui connaît un tel, qui connaît tel investisseur qui serait intéressé par ton idée, mais toi en fait tu voulais juste partir en vacances, t'en as rien à foutre, tu vois. Ça peut, des fois le destin, mais il bascule mais comme ça, dans un claquement de doigts, et sans t'en rendre compte, et parce qu'il y a des alignements d'étoiles. Je te donne le cas, par exemple, de Julien Butz. Julien Butz, je pense que tout le monde le connaît. C'est un gamin de 10 ans, dans sa chambre, un bon petit gars de 10 ans, qui fait des reviews en fait de musique de rap et qui donne son avis, mais dans un petit délire humoristique, tu vois. Donc il va sortir ses pistolets Nerfs, il va tirer, il va faire le fou, il va tout déglinguer dans sa chambre, il va faire des dingueries comme ça, tu vois. Et en fait, Julien Butz, mais ces vidéos, elles sont pas travaillées. Le mec, je suis désolé. Bon, il y a des gens qui ont fait des critiques un peu plus poussées que Julien Butz, quand même, dans le rap, qui va te parler d'instru, qui va te parler de rythmique, qui va te parler de texte, qui va te parler de featuring, qui va te parler de business musical. Et là, t'as juste un gamin de 10 piges qui fout le bull dans sa chambre, qui retourne tout, qui rend fou ses parents, et ça fait le buzz. Et le mec s'est retrouvé de, je sais pas moi, 70 abonnés à 200 000 ou je sais quoi, 300 000 en 2 jours. Et ça va l'expliquer. Et peut-être qu'en fait, il y a eu le facteur chance, tu vois ce que je veux dire? Les alignements d'étoiles qui ont été là et, euh, et ça l'a fait. Là, peut-être il y a une personne qui l'a vu, qui l'a partagé en groupe de potes sur WhatsApp ou je sais pas quoi, qui en fait, dans ce groupe WhatsApp, il y avait un influenceur qui avait 50 000 ou 200 000 ou 1 million d'abonnés, qui l'a mis sur TikTok, etc. Et ça pétait, tu vois. Et des fois, t'as beau, Julien Butch, il aurait beau avoir pu faire la même chose, mais exactement la même chose, le même contenu de la même manière. Bah, s'il n'y avait pas cet influenceur dans ce groupe WhatsApp qui l'avait mis sur TikTok, peut-être qu'il n'y aurait rien eu. Et des fois, ça, tu le maîtrises pas, mon gars. Donc, juste pour vous dire, en fait, il y a beaucoup le facteur chance qui importe. Tu peux prendre aussi le cas de Fianso, c'est un rappeur qui s'est acharné pendant des dizaines d'années pour être dans le rap. Il forçait le game pour entrer dans des freestyle Skyrock alors qu'il n'était pas invité. Il faisait des trucs de fou pour essayer de vendre ses disques. Il avait essayé de mettre le paquet sur les clips, sur la production, de paraître un peu plus professionnel et un peu plus sérieux. Et au final, en fait, euh, ça marchait pas. Ça prenait pas, quoi. C'est-à-dire que
le rappeur était un minimum connu, tu vois, mais il explosait pas. Et il fait son album du jour au lendemain. Je crois que c'est Je suis passé chez So. Voilà, je l'ai dit comme ça parce que sinon j'allais bafouer. Et en fait, ce gars-là, il explose du jour au lendemain. Alignement d'étoiles, basta. Après, le mec te l'explique aussi autrement, parce qu'à un moment, faut rationaliser la chose. Parce que tu vas juste devenir fou, en fait. Si tu dois ton succès à la chance, tu deviens dingue. Déjà, tu t'oses pas l'expliquer, parce que quand on va te dire, alors comment t'as réussi, personne n'ose dire, bah ouais, en fait, je suis bon, mais en fait, 50% c'est de la chance. Mais personne ne ferait ça, tu vois. C'était tellement peu flatteur que les gens ne font pas ça. Bah alors que moi, je considère qu'il devrait en parler. Il devrait parler du facteur chance. Il devrait dire, bah moi, je rappe pas mieux que quelqu'un d'autre. J'ai pas bossé de plus que quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont bossé plus que moi. Il y a des gens qui ont travaillé plus que moi. Enfin, voilà, bosser, travailler, c'est la même chose. Mais des gens qui font de la meilleure qualité, qui apportent un travail plus qualitatif, plus de volume, plus qui sont mieux entourés, qui font les choses plus propres, qui sont plus professionnels et qui réussissent moins que moi. Il le sait qu'il y en a des gens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ils peuvent pas l'expliquer parce qu'il y a le facteur chance. Donc voilà les gars, en fait. Parfois, faut pas trop se prendre la tête. L'essentiel, c'est de se donner au max, c'est de donner le maximum et de continuer de s'améliorer, tu vois, dans ce qu'on fait, d'essayer de pister ses erreurs, ok, et de ne plus les commettre. Et puis, de ce qu'on fait bien, de le faire mieux jusqu'à et après tu prends un cierge, tu le brûles et t'attends le facteur chance quoi. Donc parce que moi je me mettais la pression, tu vois, mais attends putain, c'est quoi, pourquoi ça marche pas cette fois-ci? Non non non, parfois te prends pas la tête, il y a le facteur chance. Je te dis pas attends que la chance vienne puisque la chance sourit aux audacieux. C'est sûr que si tu branles rien chez Watt en train de mater Netflix et puis en allant sur YouPorn, tu vas rien faire dans ta vie, ça je te le garantis. Je te le garantis, il n'y a pas un mec qui va venir te proposer un contrat d'1 million de dollars ou de tourner dans un film hollywoodien ou je ne sais quoi. Ça ne t'arrivera jamais. Si tu veux être acteur, il faut aller au casting, il faut aller à la rencontre des réalisateurs, il faut aller à la rencontre d'autres acteurs, il faut tourner des courts-métrages, il faut aller toquer chez les différents agents de cinéma. Bon, je peux pas en parler plus que ça parce que je connais pas le métier d'acteur, mais il faut se donner au max, mon pote. Tu vois? Il faut se donner au max. Donc voilà les franjos, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, c'était le sujet d'aujourd'hui. Je savais pas que j'allais faire 30 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, mon café, il est bientôt terminé. Je vous le montre. Bon, il a l'air dégueulasse comme ça, mais je vous assure qu'il est super bon. Café Illy. Putain, je me refais la pub, mais Café Illy. Très très bon. Tu trouves ça partout. Leclerc, Carrefour. Ça coûte quand même 6 balles la boîte comme ça. Je crois que c'est 500 grammes. Mais c'est du très bon café. Donc, je vous dis à plus tard, les frères. Donc, et on se tient au courant. Ciao, ciao.